Moi, je pense que la question que tu poses très justement de la performance de sa grammaire, elle est au cœur de nos questionnements, et elle doit être articulée avec la notion de moyens et de financement. Parce que là, finalement, avec un petit peu de recul, 25-30 ans, je veux dire, d'investissement dans le secteur ressources naturelles, moi je me rends compte qu'effectivement, REDD+, pour la première fois, permet de faire un transfert, de prétendre vouloir faire un transfert économique majeur entre des valeurs carbone, des valeurs d'un bien commun, en gros, vers le sud des forêts, un écosystème, des gens qui y habitent, de la biodive, etc. Et donc, comme le disait Cyril, il y a une ambition de changer d'échelle complète. Et que ça s'est accompagné d'un certain nombre de contraintes très fortes, d'une simplification du vocabulaire extrême autour du carbone, et d'une négociation politique liées à des questions de souveraineté, à des questions de vérification, à des questions de transparence, de probité minimum qui sont nécessaires à ce transfert massif, en tout cas théoriquement, et qui achoppent, qui n'aboutissent pas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se poser la question, du coup, qu'est-ce qu'on compare, quoi. Effectivement, on compare cette théorie d'un transfert massif avec ses limites de vocabulaire, de grammaire et sa simplification et tous les risques, moi, auxquels je suis très sensible en termes de respect des droits des personnes localement, en termes de biodiversité, en termes de conditions de bonne gouvernance et de voir à venir des terroirs ou des territoires forestiers durables, où il y a de la place un petit peu pour de la biodive, du carbone, des populations autochtones, des communautés, une bonne gouvernance, de l'exploitation durable, etc. Et que là-dedans, est-ce qu'il y a de la place, en gros, de façon massive pour de la finance carbone? C'est un peu la question moi, que je me pose, et la réponse étant, vous l'avez compris, mitigée. Sachant que c'est vraiment le moteur finalement. Et pour moi, 15 ans quand même à travailler sur des projets en Afrique, etc. Et pour moi, le moteur, il est d'abord un moteur politique et d'institution locale. Il est d'abord un moteur de rapport de force politique et de ce que s'élabore en termes d'institutions localement. Et quand on regarde l'histoire des politiques forestières européennes, on n'a pas eu besoin du carbone, en gros, pour un certain nombre de choses. Alors, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais tout ça pour replacer un petit peu ce qu'on essaye de comparer. Ce qu'on essaye de comparer, c'est ce grand transfert avec des dynamiques locales de construction d'institutions. Et moi, j'aurais envie de dire à ce stade, si une des mesures, c'est effectivement la quantité d'efforts, la quantité d'investissement qu'on fait, essayons de comparer un petit peu et du coup de mettre à niveau l'effort qu'on fait sur le renforcement des institutions et des politiques publiques en matière forestière, sur le renforcement des droits effectivement des usagers, des habitants. Rééquilibrons ça par rapport à effectivement un certain nombre d'efforts qu'on fait sur REDD+. Donc voilà, c'est une mise en regard de ce qu'on est en droit de comparer. Donc il y a une politique qu'on appelle no regrets, sans regret dans le climat, transformer l'agriculture des pays du Sud pour la sécurité alimentaire, donner la sécurité foncière aux paysans, changer la gouvernance, tout ça de toute façon il faut le faire. Donc est-ce que c'est par le carbone qu'on va y arriver? Bon, ça c'est une question qu'on peut se poser. Michael Group disait dans une vidéo, disait que vous savez quand vous mettez le marché du carbone, si vous attendez du marché du carbone que ça vous donne de l'équité sociale, disons non, le marché ça fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher du coût-bénéfice, etc. C'est pas ça qui va vous donner tous vos objectifs de recette Word, etc. Donc c'est effectivement une question qui va se poser. Mathia voulait réagir et après je passerai la parole un peu à la salle pour des questions au panel. Yes, again, I'll try to be brief because I spent so much time in Britain. The point of policy is, I think it's the big absentees in this discussion. Issues of
of equity and good governance are central to RED, are more central than the market itself, actually. To be fair, RED is about positive incentives and policy approaches. My feeling, but obviously Cyril and they will know more, but my feeling is that discussions are increasingly concerned about the policy approaches, about the governance issues. I looked at governance in 30 RED countries with most deforestation, and apart from Botswana, all others are insufficient, and actually a third of them rank in the bottom quarter of a global ranking in terms of global governance. That means not only that the state does not have the capacity to implement its own policy, not only that people are not consulted, rights are not respected, tenure rights in particular are not clear, it means even that the market cannot operate in this context, or at least not safely. So it is actually in the interest of all the actors, apart from, I hope, those few that just want to make a quick buck out of a RED project, but all the major actors would have an interest in this. And now, to be fair again, the World Bank, which not necessarily I agree with all the time, but they've improved the readiness process as a diagnostic tool, as a tool to understand the problems in developing countries. I look at the RPPs, they're actually quite comprehensive. There are some black spots. They don't talk about corruption, for instance, because possibly that's too politically sensitive. But it's a good diagnostic tool. Now, and I conclude with this. How do we ensure that those potentially interesting and potentially beautiful policy documents that are being prepared in the World Bank, are being prepared also with the FIP or by country governments like the National RED Agency, how are these policy documents implemented? Will there be an incentive to implement these policy reforms, such as land use planning, such as tenure security, etc.? Well, I think that is the political game. And it is not sufficient for countries like France or for the European Union to sit at the table and say, we demand this, because that's sort of a neo-colonial attitude. Certainly, having finance on your side, say, a financial flow will happen if you have good governance. That surely happen. But the other thing that must happen is that there is bottom-up pressure from civil society within those countries, and from the same business, well, possibly that's difficult, but for instance, from international civil society as well, to reform governance in developing countries. Now that is possible, and that should be, I think, the main focus of all the NGOs and all the intelligent and beautiful people that I met these days. The carbon market is a problem, but the real big problem is, let's try to solve governance in developing countries. Oui, c'est très clair, et je crois que peut-être que la notion d'investissement conjoint, d'investir aux côtés des pays pour régler certains problèmes de fond, comme vous l'avez souligné, Mathias, me paraît peut-être une des réponses possibles. Simone et Cyril, est-ce que tu veux réagir à tout ce qui a été dit avant que je passe la parole à Simone, ou est-ce qu'on laisse Simone d'abord? On laisse Simone d'abord. No, this is totally to follow up on what Matthias says. Sure, and it's been said so often. Governance, indigenous rights, safeguards, free prior and informed consent, land rights, should all be priorities, settled before we can implement that. And it's just fascinating, the lip service here. I mean, first of all, let's talk about free prior and informed consent. Indigenous peoples have already said no to rent until their rights have been recognized. Now this in Paraguay alone will take at least 50 years. We cannot wait 50 years on RED. I mean, Suriname, good example. This is happening all over the world. There's such an uphill struggle of decades still to come before indigenous land rights are recognized. If we can only start RED then we better now choose another thing. But still, that is free prior and informed consent. Because the big movements have already spoken. And, Rio People Summit, 50,000 people, clear declaration against RED. The social movements hate this thing. And they're never being heard. And it's like, I see the negotiators in Bonn, and it's like they don't listen to their people. And then, clarifying land rights, just to mention this, is very dangerous for women. Women are totally discriminated in official land tenure. If you just clarify land rights,
and clarify land tenure, it basically means that the big guys who, for whatever corrupt process, conquered land rights and then clarify that through the dictatorships, they will get it. So there is a clear no against carbon markets. You cannot there's no compatibility between free, prior and informed consent and carbon markets because the indigenous forum has already said no. So let's not pay lip service to these things anymore. Happily, there's no new agenda item, non-market-based approaches, which is not right. And it was developed because of a response to a massive process, the Cochabamba process, that said no to RED, so developed this with another word. So maybe we should work more on that. And I think this is actually I would hope that French governments, European governments work more on that. And then that is about policy, so I agree with that. Just to find it small about policies, you talked about upscaling. I was very convincing here, once again the slide, 6 billion maximum estimations for RED, 92 billion commodity trade markets. You can upscale a lot, but you won't outcompete it. I think Nego suggested yesterday, said, one of the key problems is policy incoherence in developing countries, but even much more in developed countries. I know a lot of RED negotiators, and they're very well intended. I know they want to do the right thing, but their very governments are spending so much more money on forest destruction than on RED. And we need coherence in donor countries, please. And that's not a personal attack, because I know that people from the Ministry of Environment are trying to influence, those other ministries to please, including in the biofuel debate in the European Union, indirect land use change, etc. They're trying, but that's the key issue. And happily, there is an existing policy recommendation on that, international agreement, Aichi target number 3, from the Convention on Biodiversity, redirect reverse incentives. They even made a specific tax on bioenergy last time. So maybe we should, also include this in some of these recommendations, implement that kind of agreement. Cyril, est-ce que les négociateurs du Nord négocient avec les mains attachées dans le dos, liées effectivement aux intérêts nationaux de leur pays, de leur lobby agricole, etc. Non. Une autre réponse, Maurice. Je vais aussi développer sur une notion sur laquelle nous autres on négocierait toute cette affaire-là avec en vue la possibilité de générer des offsets qui nous permettraient de polluer davantage dans l'avenir. Je peux attester authentiquement et sincèrement, vivant les choses de l'intérieur, que c'est pas la façon dont le gouvernement français approche les négociations sur les plus. On poursuit d'autres objectifs que celui-là. Est-ce que tu permets que je revienne très rapidement sur les deux questions que tu as posées au début pour ce second tour du panel. La première, tu demandais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre grammaire que les tonnes de CO2, par exemple l'investissement. On a déjà une grammaire commune de l'investissement. Si tu parles avec les banquiers de Wall Street ou de la City ou d'autres endroits, ils ont leur propre grammaire, ils savent communiquer en leurs propres termes. On a également la grammaire de l'aide publique au développement qui est préexistante, donc d'une certaine manière, on peut très bien se dire tout ça fonctionne très bien, on n'a qu'à laisser faire et il n'y a pas de problème à régler. Et il nous semblait qu'il y avait quand même toujours un problème à régler avec les déforestations au début de ça, d'où l'idée d'une autre grammaire. La conditionnalité sur les investissements, effectivement, depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Sur les politiques, oui. Sur les réformes, donc on a une grande expérience d'ajustement structurel depuis une vingtaine d'années, avec différentes choses qui ont été tentées. On travaille toujours sur des variantes de ces concepts-là, sur les grands prêts. Je pense qu'on pourrait parler des prêts AFD à Indonésie sur la politique climatique, qui sont assortis d'une matrice où on attend un certain nombre de choses du gouvernement indonésien pour avoir le déplacement des tranches suivantes, où on travaille de cette manière-là également. Mais cette logique-là a ses limites, là où on a besoin d'une vraie théorie du changement dans la façon dont on travaille avec les pays en développement. Et là, je vais m'inspirer de l'expérience de FLECT. Le génie du plan d'action FLECT, donc c'est Forest Law, Enforcement, Governance and Trade, c'est le plan d'action de l'Union européenne pour faire face au problème de l'exploitation illégale dans les pays en développement. À mon sens, le génie du plan d'action FLECT, c'est de dire simplement, nous autres, on veut s'abstenir d'importer du bois illégal par rapport à du droit du pays en face. On se lave les mains, on n'est pas en train d'essayer d'imposer notre vision de comment les forêts doivent être gérées dans les autres pays. On veut simplement s'assurer que dans la compréhension collective des acteurs dans les pays partenaires, le bois qui est exporté vers chez nous est légal. Et donc, on met en place un système par lequel les acteurs dialoguent entre eux dans les pays partenaires et se mettent d'accord entre eux sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et on crée une dynamique par laquelle chacun
les gens vont négocier, trouver des accords où tout le monde va y trouver son compte, et le système va perdurer parce que chacun y trouve son compte dans les pays en face. Si on débarque avec une vision internationale de comment les forêts doivent être gérées vis-à-vis du carbone, de la biodiversité, des droits des populations autochtones, de la gouvernance, de beaucoup d'autres paramètres, et si on dit voilà les paramètres en fonction desquels nous on sera disposé éventuellement à payer du carbone, ça ne va pas marcher, dans le sens où quelques-uns vont singer nos attentes et vont faire en sorte d'essayer de remplir la paperasse pour nous faire croire qu'ils ont fait les choses comme on l'attendait. D'autres vont simplement nous ignorer, mais c'est absolument pas une théorie du changement pertinente. L'approche du REDD+, c'est de dire, nous autres, la communauté internationale, on s'en fout de la façon dont vous gérez des forêts, du moment que ça contribue à lutter contre l'effet de serre, c'est à vous autres, dans le pays, de vous mettre d'accord entre vous sur qu'est-ce que vous voulez, quel avenir est-ce que vous voulez avec vos forêts. Est-ce que vous voulez, du moment que vous voulez conserver, que ça contribue à lutter contre l'effet de serre, nous on est prêts à financer pour atteindre. Voilà. Alors évidemment, on a des clauses de sauvegarde pour éviter les abus à partir du moment où l'argent de nos contribuables est engagé dans cette affaire. Mais fondamentalement, c'est au pays en face et aux gens localement de se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent faire avec leur forêt. Et nous, on paye du moment qu'il y ait des résultats. On n'a pas imposé un agenda détaillé. Sur la question des niveaux de référence, qui peut paraître suspecte, alors, comme je disais tout à l'heure, il y a les problèmes de l'offset qui est très particulier. On peut considérer d'une certaine manière qu'on a 2 temps d'avance sur les négociations internationales. On va se dire, tout ça, ça va mener vers un mécanisme d'offset qui va être mauvais. Ça peut être 2 temps d'avance, mais ça peut aussi être un temps de retard. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous viennent du temps où on discutait du MDP, où là, effectivement, à chaque tonne de carbone qui était donnée en plus, c'est une tonne de carbone en moins qui allait être dans les engagements de réduction d'émissions qui étaient déjà pris. Pour les années qui viennent, d'une manière ou d'une autre, on est toujours en train de parler d'argent public. Donc si les niveaux de référence ne sont pas exactement au niveau qu'on souhaiterait, ça va être un peu plus d'argent de transférer, mais il n'y a pas réellement un enjeu d'intégrité environnementale dans l'immédiat. On sait que dans différents pays, de toute manière, il faut faire des versements, il y a besoin d'argent pour faire ça de choses. Donc le fait de faire un niveau de référence, dans le cas du Guyana en particulier, qui est au-dessus du niveau de déforestation historique, bah, ça permet que la Norvège fasse des versements qui vont financer le développement propre au Guyana, et après tout, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément choquant. Sans référer à des références historiques soulèverait d'autres problèmes, là on va pas rentrer là-dedans. Ce sur quoi je voulais revenir pour conclure, Gilles mentionnait la notion de territoire durable, pour lequel il fallait imaginer des avenirs. On a déjà différentes expériences de fondations fiduciaires qui financent des aires protégées dans différentes régions tropicales, où la communauté internationale verse l'argent dans des fondations fiduciaires qui sont ensuite gérées par des acteurs locaux qui se mettent ensemble pour déterminer comment on va utiliser l'argent pour le développement du territoire en question. On peut très bien imaginer, alors c'est le genre de discussion qu'on avait eu à l'époque du rapport du Groupe national sur les forêts tropicales, on peut très bien imaginer des systèmes où en agrégeant une échelle supérieure, on peut avoir la communauté internationale qui verse de l'argent au prorata de différents résultats qui sont indexés sur le carbone, puis ensuite une association d'acteurs de la région qui se mettent d'accord sur comment est-ce qu'on redépense l'argent d'une manière qui contribue au développement local, tout en évitant de grappiller sur les forêts. C'est des choses qu'on peut imaginer. À très court terme, cependant, l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur des forêts. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas la solution immédiate à tous les problèmes. C'est simplement une trajectoire de long terme, parce qu'on va probablement se rendre compte que dans certains coins, les différentes choses qu'il y a à faire pour protéger les forêts vont coûter de l'argent. Et donc, à terme, il faudra peut-être pouvoir mobiliser des financements qui sont d'un ordre de grandeur supérieur à ce qu'on est actuellement capable de mobiliser pour les fondations d'air protégées, par exemple. Et donc, ce genre de dispositif peut contribuer. Ce qui nécessitera donc de nouveaux instruments financiers pour, disons, de type taxation internationale, peut-être. Je vais donner la parole à la salle. Je vois que Simon a déjà demandé la parole. Il y a des demandes de parole ici. Ok, Emmanuel aussi. Donc, on fait un premier round. Un deuxième micro. Thank you very much. Simon Council from the Rainforest Foundation UK. And there's really 2 parts to what I'd like to say. And the first part really is to come back to a point that Cyril made, which I think really touches upon the very fundamental reasons why REDD has failed and will continue to fail.
And it's where you said, as humanity, we have to talk about programs that are large scale and we can't just talk at the village level. And of course, in terms of tackling climate change, that's absolutely right. But what I'd like to know is how is it that we in the rich countries thought that we can't at a large scale talk to our own populations about things like stopping driving 3-litre engine cars, turning our lights off at night, turning on the air conditioners when we don't need it, eating larger quantities of meat than we need to do. We have been utterly unable to talk to our own constituencies about that, and yet we thought we could go and talk to the world's poorest countries and suggest that they can talk at a large scale, messing around with land use changes that would affect the livelihoods, potentially jeopardize the livelihoods of the world's poorest billion people. How on earth did we think this was ever going to work? You said that there wasn't political naivety in those early discussions about REDD. To me, that smacks of the most egregious political naivety. And my perception has been actually that the developing world, the tropical forest countries, have been very well aware that the rich world has needed REDD an awful lot more than they themselves need REDD. Hence, they've called the tunes, hence it's been impossible to drive through any kind of real agreement on a meaningful process of REDD to take part. So that's the first part, the first question. The second part really is, and it kind of goes back to what we were talking about before lunch, about the small farmers and the potential, the kind of theoretical potential for REDD to do something for this billion of small farmers around the world who depend at least in part on forest lands for their subsistence livelihoods. All very well, but rule number one of development practice over many, many decades has been it's very hard to do anything with people, with small farmers who have no tenure security. Almost impossible, in fact. They have no incentive for the future. The fact is that, as the Brazilian government has said recently, 95% of the people inhabiting the Amazon have no legal tenure. In the Congo Basin rainforest, 0% have legal tenure because the state owns everything. In Indonesia, as we know, there's a huge mess of land tenure and massive insecurity for most small farmers, and so on and so forth in every single country. Well, fine, that's the only way that any of those people are ever going to benefit from REDD is if they get land security, land tenure, basically. And it isn't just the case, as Simon rightly points out, of clarifying. It's attributing tenure, attributing rights to those people. So maybe there's actually a deal to be struck here, one that hasn't really been discussed seriously in the UNFCCC or anywhere else. We in the rich world start getting serious about reducing our own egregious, unnecessary emissions of carbon dioxide for the next 10 years perhaps, and the developing world starts getting serious about dealing with some of those very basic land tenure problems in forest areas. Peut-être prendre une ou deux, oui, alors d'abord priorité aux gens qui n'ont pas parlé. Emmanuel n'a pas parlé encore devant le la priorité. Je reviendrai à vous. Merci beaucoup Alain. Je voudrais tenter de faire le lien entre plusieurs choses qui ont été mentionnées. La première, c'est quelque chose que vient de dire Gilles Kleitz qui me paraît essentiel, qui est le fait que derrière le mécanisme REDD, il y a la possibilité d'un transfert massif de ressources financières, du nord vers le sud. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel dont nous ne pouvons pas nous priver et qu'il faut tenter de faire d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, ça fait partie des questions qui sont sur le programme de cet après-midi. Comment faire le lien avec la REDD dont nous parlons depuis hier et la sécurité alimentaire. Alain, tu l'as juste évoqué à l'instant, mais en réalité, on n'en a pas vraiment parlé depuis hier matin. Je crois que c'est important. Ma manière de voir les choses, c'est que l'échec de la REDD, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, si je peux me permettre. Et l'échec de la REDD, ça cache le fait que ce qui est un vrai échec, ce sont les options et les politiques en général de gestion durable de la forêt tropicale. Le constat a été fait depuis bientôt 30 ou 40 ans. On ne sait pas gérer ces forêts de manière durable, notamment lorsque des gens y vivent et en dépendent pour leur subsistance au quotidien. On ne sait pas faire. Les forestiers disent que ce sont les agriculteurs qui détruisent la forêt, les agriculteurs disent que ce sont les forestiers, bref, tout ça est lié
et il y a un besoin massif de terre qu'il est nécessaire de trouver pour que les gens puissent vivre le plus décemment possible. Donc, je crois que le lien avec la sécurité alimentaire me paraît évident. Si il y a échec, impossibilité de gérer ces forêts de manière durable, pourquoi nous obstinons-nous à essayer de trouver des solutions pour continuer à préserver, à régénérer, à empêcher ces forêts de se dégrader? Le constat est fait. Ce qu'il faut tenter de faire, c'est pas de conserver ces forêts dans un musée. Ce qu'il faut tenter de faire, c'est de faire en sorte que les gens qui vivent à proximité de ces forêts vivent bien. C'est ça l'enjeu. Avec forêt, c'est mieux. Mais sans forêt, c'est possible aussi. Et il y a toute une gamme d'options dont on parle ici et là. On en a parlé un petit peu pendant ces 2 jours, mais pas beaucoup, qui sont des options d'agriculture durable, pour faire court et simple, qui permettent aux gens de vivre mieux, qui parfois stockent aussi du carbone, agriculture de conservation, agroforesterie, des choses de ce type-là, dont on n'a pas parlé. Et ces choses-là d'agriculture durable dont on pourrait parler, au lieu de parler simplement de protéger les forêts, pourraient contribuer à faire le lien entre la RED et la sécurité alimentaire. Voilà le raisonnement que je voulais faire en le soumettant à la table ronde. Merci. Ça fait écho à une des recommandations sur la numéro 6 dans les pays où la petite agriculture constitue une part importante des moteurs de la déforestation. Il est recommandé de mettre l'intensification écologique à travers l'agroécologie, l'agroforesterie et la sécurité foncière des communautés au centre de l'agenda RED. Et les politiques nationales RED et les financements internationaux doivent adopter ce virage stratégique et coupler étroitement les agendas RED et de la sécurité alimentaire en mettant le soutien à l'agriculture paysanne au centre de ces stratégies. Si c'est ça que tu voulais dire, nous sommes d'accord. Oui, mais c'est vrai, mais on ne peut pas parler de tout. Thanks, I'm Joanna Cabello from Carbon Trade Watch. Just some comments from what I'm hearing. This massive amount of money that is supposed to be pouring from north to south, I keep striking myself how we don't learn from history. It's like coming once and again, and we keep telling ourselves somehow here in the north, we need to just give money and things will change. There's nothing wrong here in the north, we just have to give them money. I mean, what is this money used for? To whom is this money being given? I mean, in the case of Peru, for example, in these wonderful World Bank documents, apparently, they say that this document from the World Bank actually identifies indigenous peoples as the main drivers of deforestation. In a country where 70% of the Amazon is under concession for oil, gas, infrastructure projects, and IRSA, the Integration South American Project. So let's be honest about ourselves. Like, what are we talking about? Money for what? What do we want to change, and money for whom? I mean, it's not about transfers, and it's not about the North have to rescue the South. I think the North have to also think a lot about their own policy, about their own really bad governance, and stop thinking that the South has to fix their governance. I think the South have a lot of problems, a lot of corruption on forestry. This comes not only from Southern governments, but from pressure and demands from outside, and also from inside, of course. I'm not just putting a devil here. And another little thing, I heard people don't know how to manage their lands and their forests. I think we cannot trap ourselves in this discourse. This will get us nowhere. I think, again, if we think, European Union just signed a free trade agreement with Peru and Colombia. This is a main driver for opening up the Amazon in Peru. This is a main driver for deforesting forests. If people in the rainforest would not have been fighting, right now, all the northern part would be under oil concession. This has saved because people want to live there, because people know how to manage their lands. So, let's just try to reframe a bit how and where and what can we do by looking to ourselves and not how we can save the rest. Je fais mon boulot. Ça fait partie
disons que la proposition numéro 4, effectivement, soulève d'une manière cette question, c'est de savoir si l'agro-industrie, les nouveaux drivers de la déforestation, les mines, effectivement, l'agro-business. Et la question, c'est les choix politiques clairs, mais bien évidemment au sud comme au nord. C'est peut-être effectivement, donc au nord de manière très importante. Attends, on va alterner. Bon, attends. Merci. Bon, une petite question en fait, peut-être un petit peu plus technique. On parle de grammaire commune qui est le carbone évité. Je me posais simplement la question. Bon là, je peux comprendre pourquoi on parle de carbone évité parce que bon voilà, c'est vraiment le point d'attaque, mais on a du mal à le quantifier. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser un autre dénominateur commun, ou plutôt, je veux dire, pour certaines parties, par exemple, quand on parle de déforestation, dégradation évitée, de parler de quantité de forêt qui reste et qui permettrait de valoriser aussi les parcs qui ne sont pas déforestés actuellement et qui méritent quand même d'avoir un financement justement pour le fait qu'ils restent sur pied. Voilà. Simple petite question. Jacques, je vais te donner la parole, tu l'as demandé. Je vais laisser après. Je vais peut-être. Est-ce que vous voulez. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir à ces 3 ou 4 interpellations? Gilles. Oui, non, ok. La dernière, peu importe. Moi, je voulais réagir de façon un petit peu provocative sur ce que changerait de plus dans le paysage actuel. Finalement, je pense qu'il y a quand même un petit peu un consensus, là, après 1 heure à vous écouter, sur les limites de l'instrument et sur le fait que si on allie des politiques nationales fortes reconnaissant des droits sur le foncier, les ressources, les usages, si on a des politiques RSE et de responsabilité des multinationales un peu plus forts en matière d'environnement et social d'ailleurs, si on a des économies dans les pays développés qui soient beaucoup plus circulaires, vertes, économes en ressources, si on a quelques projets pilotes aidés par la communauté internationale qui constituent des terroirs forestiers durables où il y a de la sécurité alimentaire, du développement local et de la forêt, finalement, le discours c'est qu'on va y arriver, on va changer le paysage et on va finalement peut-être conserver nos forêts sans forcément beaucoup de finances carbone. Donc ça c'est un scénario qui peut se dégager de ce qu'on raconte, et l'autre scénario c'est la même chose avec de la finance carbone sous forme de on rétribue à l'international l'économie de carbone qu'on fait en évitant la déforestation, en plus. Voilà. Et donc moi j'aurais envie de se donner les moyens un peu plus empiriques et rigoureux de comparer effectivement ces 2 scénarios, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément les moyens de comparer ce qu'on arrive à faire sans la finance carbone forestière et avec la finance carbone forestière. Ça, c'est un premier élément de réaction. Après, sur la contribution de la personne d'Amérique latine, j'imagine, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de réponses à nos problèmes aujourd'hui qui ne sont pas dans le secteur forestier, qui sont dans le secteur de la limitation des impacts du secteur minier, comme l'a dit notre ami d'Indonésie, dans l'approvisionnement en matières premières des industries du Nord, etc. Et là, très précisément, le chantier de renforcement des responsabilités, par exemple, entre les maisons mères dans les pays de l'OCDE et leurs filiales, leurs fournisseurs, leur dépendance économique dans les pays du Sud, cette responsabilité est à construire, elle n'existe pas, ou très très peu. On peut encore déverser des stériles de mines dans la mer, on peut encore dévaster un certain nombre de forêts sans être inquiété par le droit, même si on sera inquiété par la société civile. Et donc cette responsabilité-là, c'est sûrement un des instruments majeurs, effectivement, à ajouter à la panoplie
de nos instruments spécifiquement forestiers. L'égalité des marchés du bois, FLEGT et autres, à reproduire à l'échelle mondiale sûrement, responsabilité sociale des économies implantées dans les pays du Nord, transparence sur les flux fiscaux et financiers des valeurs, des industries du bois qui font sortir finalement 90% de la valeur de bois de ces pays-là sans laisser grand-chose à la fiscalité nationale et du coup au pouvoir public de construire des politiques publiques qui tiennent la route. Voilà, tout ça finalement c'est des vrais sujets qui sont quelque part un peu indépendants de la finance carbone. Donc ne les oublions pas, ils ne sont pas exclusifs ou ils sont compatibles avec de la finance carbone, mais en tout cas il ne faut pas les oublier. Personnellement, je verrais trois scénarios, trois options très tranchées dans ce débat. Je ne verrais pas tout à fait la même vision. On a une vision à laquelle je crois de moins en moins de monde croit aujourd'hui, de par simplement à la fois l'effondrement des marchés du carbone qui est un fait objectif, et de par les travaux qui s'accumulent depuis des années sur effectivement le fait que le système basé sur la finance carbone a toutes les chances de dysfonctionner. Disons que ça, c'est quelque chose. Il y a quelques années, on était quelques-uns à dire ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, on a un peu changé. Maintenant, il y a un deuxième discours, et qui est un discours qu'on entend aussi sur la question du changement climatique. C'est le discours de la justice environnementale. C'est le discours qui est porté par Simone, porté par Simon, qui est un discours de dire au fond ce que montre, ce que révèle la crise climatique, ce que révèle ce débat sur les forêts, sur la déforestation, c'est fondamentalement l'impasse totale du modèle productiviste et du modèle industriel, c'est-à-dire que les solutions ne sont pas des solutions qui seraient des solutions de réforme, mais demanderaient des ruptures radicales dans les modes de consommation, dans la hiérarchie de légitimité, sur les questions de tenure, sur les questions de production, sur les questions de modes de consommation. Qu'on appelle ça décroissance ou qu'on appelle ça d'une autre manière, je pense que c'est effectivement la deuxième position. Il y a une troisième position qui au fond oscille entre les deux, c'est-à-dire qui de temps en temps dit on peut regarder du côté des investissements d'entreprise, ça peut toujours être utile, mais l'autre position c'est de dire après tout on peut quand même avoir un certain nombre par exemple de politiques non regrets, de sécurité alimentaire, on peut coupler les agendas, on peut faire des réformes, parce que on peut malgré tout dans le cadre effectivement existant, disons du monde tel qu'il est, on peut malgré tout avoir une sacrée marge de progression si simplement on mettait en cohérence un certain nombre de politiques sans forcément les changer, parce que évidemment le problème se pose, Cyril l'a bien dit, qu'est-ce qu'on peut négocier au niveau international avec des pays qui sont demandeurs de croissance, qui sont demandeurs effectivement d'égalisation des niveaux de vie, et puis avec tous les problèmes qu'on a nous-mêmes pour changer, qui sont des problèmes réels. On peut avoir un point de vue moral sur le point de vue, sur cette question, mais il y a des difficultés sociologiques effectivement à changer. Donc moi je verrais plutôt un peu les trois, disons un petit peu ces trois options, avec le fait que REDD, comme le changement climatique, comme la crise écologique, sont profondément des révélateurs de choses de société profondes. Et donc ça dépasse largement la question, disons, des safeguards, etc. Réaction, Cyril? Ouais, si tu permets, en fait ça rejoint pas mal les deux questions qu'a posées Simon de Quinson tout à l'heure. Sur les choix de société, Simon présentait ça sous le titre on met en danger les modes de vie des communautés locales en voulant imposer un programme à grande échelle. Je pense que l'intention était inverse, c'est-à-dire ça ne faisait pas un doute qu'il y a différents endroits où les gens n'ont pas réellement authentiquement envie de protéger leur forêt, et dans ces endroits-là, on ne pourra rien faire. Point. Et après, il y a pas mal d'endroits où les gens aimeraient bien protéger leur forêt, mais ça exige un certain nombre d'investissements pour lesquels ils n'ont pas les moyens. Et dans ces cas-là, on peut les aider. Voilà, c'était ça l'hypothèse de départ sur EPLUS. Donc le problème, ce n'était pas qu'on allait mettre en danger les styles de vie, mais c'est plutôt qu'au contraire, on allait donner les moyens de réaliser différentes choses que les sociétés, en collectif d'acteurs, avaient l'intention de faire par ailleurs. REDD n'est pas arrivé comme un nuage dans un ciel bleu il y a quelques années dans la discussion. On était dans une discussion depuis une vingtaine d'années sur la diplomatie forestière, où en gros l'état des choses c'était les pays en développement dans l'ensemble. En général, les pays aimeraient bien protéger leur forêt, mais ça coûte de l'argent, et donc
sauf à ce que les pays du Nord soient prêts à financer, il n'était pas très bien vu qu'on donne des conseils sur la façon de protéger les forêts. Donc ça, c'est le contexte dans lequel tout ça s'est arrivé. Sur le deuxième point, sur la tenue foncière, je pense qu'il est évident pour presque tout le monde que clarifier le droit foncier, c'est très important. Après, les choses deviennent vraiment polémiques, enfin, quoi que ce soit d'autre qu'on puisse dire au-delà de ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas trop contester à mon avis, c'est que ça coûte cher. Et si on prend par exemple en Chine ces dernières années, ils ont clarifié le foncier forestier. C'est un problème pharaonique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais un truc incontestable, c'est que ça leur a coûté beaucoup d'argent, je pense. Donc je crois qu'on est tous d'accord au moins pour dire qu'il faut renoncer à l'idée selon laquelle RED serait une solution rapide et peu onéreuse, puisqu'il y a une dimension d'investissement et qu'on sait que tout ceci coûte, et qu'il y a effectivement un certain nombre de blocages, donc on peut considérer que la recommandation numéro 7 est à peu près acceptée. Je voudrais, Mathias, juste rapidement, parce que je voudrais redonner la parole à la salle pour pas qu'il y ait de frustration. On a encore oui, je vous ai vu. Je regarde pas trop. Mathias.